Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 4 d'Interférence. Donc aujourd'hui, petit changement de décor, nous sommes à l'atelier de scénographie de Déjà Demain, car nous recevons Alexandre, qui est président de Déjà Demain et qui est également scénographe et architecte. Bonjour Alexandre. Salut. Donc, je vais te laisser un petit peu te présenter. Qui es-tu, ton parcours? Ok, bonjour à tous et toutes. Je suis Alexandre Gouret, architecte de formation, mais également scénographe et peintre, rennais. Moi, je suis arrivé à Rennes en 2018 à la suite de mes études d'archi que j'ai fait en Normandie à Rouen. J'ai exercé en agence d'archi pendant 4 ans et puis en fait, en parallèle, je faisais des projets de scénographie. Et l'échelle de projet de la scénographie m'allait vachement plus sur le côté de la créativité et même travailler pour la culture et non plus dans l'immobilier. Du coup, j'ai switché en quittant l'agence et en montant mon collectif. Ok. Tu m'avais parlé déjà de tes débuts en école à Rouen. Tu as un peu eu des mentors, tu m'avais parlé en off, qui t'ont un peu lancé en fait dans le métier. Tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Thomas Perotto, qui était devenu on était collègues à l'école d'archi, on s'est mis en coloc. Et ce mec est un super peintre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a appris un peu le b.a.-ba pour pouvoir s'exprimer, créer son vocabulaire pictural. Et en fait, cette ouverture, moi, m'a tout de suite donné envie d'aller encore plus loin dans les arts plastiques, en allant jusqu'à créer vraiment de l'espace, de la scénographie. Et donc, ce premier pied dans la créativité s'est développé au fur et à mesure à l'école. C'est un peu la synthèse. L'architecture va vraiment être sur la notion d'espace. La peinture va être sur, on va dire, plus le côté pictural et esthétique. Et la scénographie vient faire un peu la synthèse des deux. D'autant plus que la scénographie, des fois, s'adresse sur la peinture dans le cadre d'expositions, par exemple. Bien sûr, tout est lié. Et du coup, tu as vraiment débuté en 2017 à Rennes. Tu n'as pas lancé tout de suite Déjà Demain, ça c'est plus récent, ça a 1 an et demi, 2 ans. Tout à fait. En fait, j'ai commencé à faire de la scéno via le collectif de musique électronique Pulse MSC, qui organisait pas mal de soirées en parallèle de leur production de disques. Et ils m'ont donné l'opportunité de faire une première scénographie au Jardin Moderne. D'accord. Où j'ai débarqué à Rennes et, sans avoir trop d'expérience là-dedans. J'étais accompagné de mon acolyte qui est aujourd'hui dans mon collectif, Antoine Piel, mais du coup j'étais le commanditaire du truc. Et c'est vrai que pour une première scénographie à 50 balles, on a réussi à transformer l'espace. 50 €. 50 balles. Ah ouais, c'est serré. Et du coup, cette première collaboration avec Pulse, on a donné une autre. Il y a eu l'ancien Antipode où ils avaient fêté leurs 5 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver aujourd'hui avec la création de Déjà Demain qui s'est fait en 2022. Ok. Et du coup, pour continuer sur les débuts de la scénographie, tu m'as dit que ça avait commencé avec un crew de peinture. Ouais, en fait, la peinture, en fait, elle a permis aussi de créer elle m'a permis de me créer mon propre univers, en fait. Et du coup, de sortir du cadre de la toile, c'était aussi prendre possession, transformer un espace. Rendre le côté immersif, c'est vraiment ce qui, moi, j'avais dans la peinture, mais du coup, me permettait de plonger les gens dans une immersion. À une échelle plus grande. Une échelle plus grande, et la scénographie, du coup, à l'échelle parfaitement adaptée pour ça. En fait, la peinture, c'est un monde à part entière. Ouais. Et la scénographie, en fait, elle vient en complément d'autres pratiques. C'est-à-dire, il y a des collectifs ou des organismes qui vont organiser un événement. Et nous, on vient en support de ce spectacle vivant, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'interaction avec d'autres personnes et du coup, une plus grande visibilité. C'est toute cette interdisciplinarité en plus que moi, je retrouvais déjà dans l'architecture, parce que dans un bâtiment, il y a le maître d'ouvrage, mais il y a aussi les artisans, les techniciens qui vont travailler sur le projet. Et dans la scénographie, c'est exactement la même chose, sauf avec d'autres professions. Les ingé-lumière aussi. Les ingé-lumière, les graphistes qui font les affiches, et même les artistes, des fois, qui ont eux-mêmes des prérequis en fait à avoir. On ne veut pas voir son visage, ou alors au contraire, on veut vraiment le mettre en valeur. Donc nous, on compose un peu avec tout ça, ce qui rend vraiment la démarche assez sociale, dans le sens où tu es obligé de travailler avec des gens. Et moi, c'est ce qui me botte en tout cas. C'est la peinture, c'est très personnel, et là, du coup, il y a une dimension collective. C'est plus un exutoire, la peinture. Voilà. Et ouais. Tout à fait. C'est que la scénographie, c'est quelque chose d'assez méconnu au final. Il y en a qui vont appeler ça déco, il y en a qui vont appeler ça architecture. Mais en fait, c'est juste une question d'échelle de projet.
qui vise à mettre en immersion le public. Oui, puis au final, ça va tout changer, même s'ils vont pas forcément avoir les codes. Tu vas à un événement, il y a une scéno où il n'y en a pas. Enfin, ça va quand même tout changer et tu es beaucoup plus immergé dans la soirée quand tu as une scénographie, quand tu as des lumières qui vont bien accompagner, que si tu vas dans une soirée où il y a un petit DJ booth et il n'y a rien, ça va venir accompagner. C'est qu'elle vient au service aussi de l'immersion dans laquelle l'artiste veut mettre par exemple, sa production musicale. Nous, on vient au service pour immerger encore plus le public. Et la tâche, des fois, est un peu rude, notamment quand on se retrouve à faire 3 ubus consécutifs et à chaque fois, on te demande de transformer l'ubu. Là, c'est un bel exercice. Ouais, c'est un challenge, ouais. C'est un beau challenge. Qui a été, du coup, les exercices qui nous ont bien marqués, en tout cas, façonnés avec Déjà Demain. Mais avant Déjà Demain, tu as créé une autre association aussi. Oui, tout à fait. En gros, la peinture m'a permis d'exposer du coup à Rouen via ma première expo, c'était via une association qui s'appelle l'association Mort, dont je fais aujourd'hui partie en tant que vice-président. Et en fait, nous, on a comme leitmotiv, c'est d'organiser des événements pour favoriser la rencontre et l'échange entre culture et génération. Et donc, je me suis retrouvé à être exposant. Le courant est super bien passé. Ça m'a donné envie, moi aussi, d'aller plus loin que juste d'être exposant, mais de participer à l'organisation. Et donc, du coup, ça a été ma première expérience dans l'associatif. Donc, c'est une asso qui a été créée en 2013. Donc, tu vois, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ok. Elle est encore présente aujourd'hui. Elle existe toujours aujourd'hui, même si elle fait moins d'événements culturels. Aujourd'hui, notre activité elle se concentre sur un vignoble expérimental en Côte d'Armor. D'accord, ok. Donc, rien à voir. Et après, tu as construit Réveille ta moelle, pardon. Ouais, alors, avant Déjà Demain. Ouais, en gros, moi je suis arrivé dans Réveille ta moelle à la première édition qui était encore sous le nom du Son pour un don. Alors Réveille ta moelle, c'est une association qui fédère aujourd'hui 16 collectifs de musique électronique rennais et d'art plastique, donc le collectif Kickart et Déjà Demain. Et en gros, elle vise à porter un message de santé, donc le don de moelle osseuse, par le biais de la culture. En fait, le constat a été fait très vite que les jeunes, on cherche des jeunes pour la moelle osseuse. Le don de moelle osseuse, c'est 18-35 ans. Et du coup, pour parler aux jeunes d'un message de santé, on ne les alpague pas dans une salle d'attente, on leur parle de la mort. Là, ce qu'on veut, c'est parler de la vie et que célébrer la vie, quoi. Célébrer la vie. Et donc, petit à petit, de 4 collectifs, c'est passé à 16 collectifs aujourd'hui. Et donc, sur un format festif d'open air, d'exposition. Il y a un message de sensibilisation qui est donné derrière et du coup c'est une belle entreprise en fait qui est assez louable en fait sur le côté fédérateur que ça peut amener et collaboratif aussi avec collaboratif les assos, parce que voilà il y a un pôle communication, il y a de la création graphique, il y a de la création scénographique, il y a aussi une grosse mobilisation des DJ qui viennent bénévolement jouer et animer ces plus les bénévoles l'année dernière c'était 190 bénévoles, c'est quand même pas rien. Et donc du coup moi je me suis retrouvé via Pulse MSC en fait catapulté dans cette aventure parce que la première édition il y avait une sensibilisation qui était faite sur le campus de Villejean et après il y avait une soirée de clôture qui se faisait à l'UBU. Du coup, les collectifs qui étaient, à l'époque, ils étaient 4 collectifs, ils disaient « Ouais, mais ok, on fait un truc UBU, mais il faut de la scénographie. » Et là, Pulse a dit « Nous, on a un scénographe, il est bon, il va faire le taf. » J'ai accepté la mission et c'est vrai que j'ai été tout de suite séduit aussi par le message et le côté assez particulier de cette association et donc j'ai décidé de l'intégrer. Et aujourd'hui, j'en suis très fier d'être le vice-président aujourd'hui de cette asso. Donc plusieurs assos du coup. Mais tu peux pas être président de toutes les assos en même temps. Non, bien sûr. Ça fait, du coup, en octobre 2022, tu as créé Déjà Demain. Oui, tout à fait. Vous étiez 8 au début, c'est ça? On était 8 potes qui, sur les différentes scénos que je faisais avec Pulse ou avec la Mort. En gros, il y a une équipe qui s'est construite un petit peu autour de moi. Et en gros, de ces 8 potes qui ont décidé de se fédérer, on faisait des scénographies dans nos caves, on faisait nos réunions au bar. Dans les jardins des copains. Voilà, c'est ça. Et en fait, de fil en aiguille, le fait d'être en collectif nous a donné plus de visibilité, plus de force de frappe aussi derrière, qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai atelier et des outils. Et pourquoi le nom Déjà Demain ? Alors Déjà Demain, c'est un peu, nous, notre définition qu'on a de la scénographie. Au même titre que la scénographie, un événement culturel est souvent à cheval sur 2 jours. Et du coup, quand tu arrives au petit matin, à la fin de soirée, et que tu n'as pas vu le temps passer, et que tu te dis « Putain, on est déjà à demain », du coup, c'est un peu cette sensation, en étant tellement en immersion dans une soirée, on ne voit pas le temps passer.
Et c'est le but, en tout cas, de ce qu'on nous, on essaye de produire sur les prestations qu'on fait. Oui, à la fois les gens qui vont organiser, à la fois le public, on voit pas le temps passer, comme tu dis. C'est qu'on a passé une bonne soirée. C'est réussi, voilà. ouais. Ça. Et pour revenir du coup à Déjà Demain, comment s'est passée l'évolution? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus, une trentaine d'adhérents, non? Là, ouais, on est une trentaine d'adhérents pour 2024. En fait, on a des adhérents et des non-adhérents, mais qui sont quand même bénévoles. Ouais, qui vont venir un petit peu filer un coup de main de temps en temps. En fait, il y a eu un moment déterminant dans le collectif, ça a été celle de l'ouverture au public. En gros, on a eu une résidence de 3 mois à l'Hôtel Pasteur, qui a été vraiment le moment un peu rotule sur l'évolution de ce collectif, parce qu'en fait, on a pu avoir un lieu à nous où se cristalliser un peu les relations sociales qui avaient déjà émergé, et en plus de ça, d'avoir une adresse où les gens peuvent venir nous voir, peuvent venir discuter, bricoler, mais en tout cas, il y a une dimension sociale qui s'est faite en ayant un lieu propre. Et du coup, de ces 3 mois, on a réussi à avoir un deuxième atelier, 34 boulevard Marbeuf, qui était un ancien garage auto, donc là encore plus grand, donc on a pu faire encore plus de choses. Et aujourd'hui, on a une communauté de 120 bénévoles. Donc, oui, d'accord, c'est beaucoup plus que 30 adhérents. Ouais. En fait, on a 30 adhérents, on va dire, plus actifs, mais on a une communauté, doit être 121, je crois, bénévoles. Ce qui fait que la dimension de la création scénographique qui peut être esthétique, mais là, il y a une dimension sociale qui est vraiment notre fer de lance. Je pense que si on peut définir la saute Déjà Demain, c'est pas que la scéno, c'est aussi de la rencontre, de l'échange, de savoir-faire. Ouais. Et en plus, du coup, tu vas avoir les personnes plus initiées, comme des novices qui vont venir se mélanger. Et c'est aussi, je pense, un moyen d'apprendre aussi. Complètement. En fait... on aurait pu rester à un petit nombre de gens, architectes, scénographes, menuisiers, charpentiers, métalliers, mais on n'est pas que ça. On est aussi, il y a des infirmières, il y a un barman, il y a une traductrice. Et en fait, c'est cette diversité-là. Plutôt que de le faire à 4 en 2 jours, on préfère prendre une semaine et le faire à 20. Parce que c'est là où il va y avoir des échanges hyper intéressants entre, est-ce que tu sais utiliser une scie sabre, est-ce que tu sais utiliser, je sais pas... une scie circulaire ou des choses comme ça. L'échange de savoir-faire, c'est aussi... tu crées quelque chose. On avait ce constat où, moi, je vois mes potes qu'en soirée ou que dans des événements festifs ou de bar. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose d'autre avant, tu vois? Et baser notre relation sur de la création collective, derrière, c'est cadeau, quoi. Et puis quand tu crées, tu as une émulsion dans ton cerveau, et le partager avec d'autres personnes, c'est génial. En fait, c'est ça qui est beau. C'est l'aventure collective, en fait, a toujours plus de force. Ça n'a pas réveillé des talents cachés parmi y les adhérents? Qui se passionnent, d'autres, qui se rendent compte qu'ils sont capables, en fait, et qui se disaient être un maladroit ou ne pas savoir faire. Aujourd'hui, ils fabriquent leurs propres meubles. Trop bien. Ouais. Donc, c'est chouette comme échange. Et puis, même... ça permet à des gens aussi d'avoir un autre cadre pour rencontrer du monde. Et puis, c'est des moments de partage aussi sur qu'est-ce qu'on pense de la vie, quelles sont nos angoisses aussi. Et en fait, il y a un côté limite thérapeutique par l'action collective. Par la création et le fait d'être en contact humain. Tout à fait. Et vous êtes basé à Rennes, mais pas que. Vous bossez aussi pour d'autres endroits, pour d'autres scènes. L'année dernière, donc en 2023, on a fait, si je me rappelle bien, 14 projets sur 12 mois, donc un rythme assez intense. Et on a donc 85% des projets, on va dire, sont à Rennes, mais on a eu l'occasion de bosser, et on va rebosser cette année avec le festival Burning Woman à Paris. Donc ça a été une super opportunité d'aller à Paris, mais en plus de travailler avec des gens qui portent des valeurs, des choses comme ça. Vous avez déjà bossé avec eux par le passé? Ouais. On a travaillé à leur deuxième édition, et on fait leur 3e édition cette année. On a travaillé Fête du bruit de Saint-Nolf, donc dans le Morbihan, avec l'Assaut Mort, donc croisement d'assaut, dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. Donc on n'est pas restreint qu'à Rennes, même si c'est là d'où on vient et là où on agit. Mais là, on a des collabs qui vont sûrement se confirmer dans d'autres départements. D'accord, ok. Et dans vos productions, vous faites pas que de la scénographie, vous faites aussi des décors aussi, des lampes, du mobilier. Vous faites des expos aussi? Ouais, alors déjà, on est une asso de création de scénographie, mais on a comme volonté aussi d'organiser nos propres événements de temps en temps. Ça a été le cas à l'Hôtel Dieu sur une soirée de présentation avec quelques échantillons de scénographie avec une balade assez didactique. On a fêté nos 1 an aussi en faisant mixer des copains au Once Pub. Et c'est vrai qu'on a cette envie aussi de créer l'événement.
Après, nos productions scénographiques, elles ne se cantonnent pas à un décor de scène. On va faire du design d'objets avec la création de lampes, comme tu disais. Mais on va aussi faire... Once Pub, tu m'avais dit. Once Pub, ouais, on leur a fait une commande. Ils nous ont fait une commande. Et du coup, on fait aussi du mobilier urbain. On va faire de la... On peut le voir où, le mobilier urbain? Sur notre page Instagram. Ouais, non, mais dans Rennes, pour le coup. Non, parce que c'est toujours éphémère. C'est dans le cadre, par exemple, d'un festival ou d'une action publique. D'accord. Donc, mobilier extérieur, scénographie de site, scénographie de scène. En fait, tout ce qui peut toucher à l'appropriation de l'espace pour un événement culturel. Ok, d'accord. Et mis à part, du coup, l'hôtel Pasteur, hôtel Dieu, tu m'as dit hôtel Pasteur. On a fait les deux. Quel a été l'événement marquant, le tournant de Déjà Demain l'hôtel Pasteur. Donc, l'atelier qui est, je pense, le mot le plus présent dans Déjà Demain, c'est l'atelier. Donc, ça a été évidemment un moment très important. Je pense qu'il y a eu des projets qui ont marqué. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres, c'est difficile de les hiérarchiser, mais je sais qu'il y a eu un montage assez intense et assez technique qui était au Nouvel Antipode, qui a été une expérience assez incroyable avec notre premier montage à J-1, donc ça veut dire que tu es sur un montage où tu as plus de temps, plus technique, on le voit d'ailleurs à l'image, c'était pour les 8 ans de Chevreuil. Donc ça, c'est le genre de projet qui nous ont marqué, mais aussi la date qu'on a fait à Paris avec Burning Woman, parce qu'il y avait tout un degré de logistique en plus à gérer. Donc c'est en fait ces événements un peu de challenge qui marquent des chapitres aussi et qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de savoir-faire et de confiance en nous. Ok, très bien. Et comment ça se passe un petit peu vous travaillez avec des commanditaires, c'est quoi un peu l'organisation pour arriver au résultat final de la scénographie le jour J? Quelles sont un peu toutes les étapes, maquette, croquis, rendez-vous avec les clients, etc. Le premier truc déjà, c'est nous on propose pas, c'est les gens qui viennent demander si on a une collaboration possible avec eux. Donc les premiers points, c'est de savoir déjà est-ce qu'il y a une identité graphique qui a été mise, parce que nous on aime bien toujours donner de l'épaisseur à la création artistique qui est déjà faite, notamment une affiche de festival ou une affiche de concert. Travailler donc sur ce thème qui peut être donné ou pas donné. On peut nous dire carte blanche ou des choses comme ça, mais on essaye d'avoir... C'est plus dur, carte blanche? En fait, c'est un faux ami. Parce que tu crois que tu peux être super libre, mais en fait, les contraintes, le cahier des charges qu'on peut donner, donc c'est la première étape, c'est sur ces rendez-vous, avoir un cahier des charges le plus exhaustif possible, de manière à nous venir cadrer un peu. Est-ce que ça doit être grand? Est-ce que ça doit être coloré? Est-ce que ça doit être... même le budget, en fait, va aussi bien jauger le projet. Oui, tu parles du budget. Juste pour rappel, on vous paye toujours, mais vous gardez les décors ou vous les redonnez? En fait, on propose... on a plusieurs cartes en fait, à proposer. C'est que le budget, évidemment, varie si le collectif reste propriétaire de la scénographie derrière. On peut proposer à la location aussi. Voilà. Après, nous, on essaye de s'adapter. On trouve que l'opportunité de faire un projet, c'est ce qui fait vivre l'association. Donc, on est plus là à essayer de trouver des solutions, notamment par le réemploi et par le recyclage. Comme le petit fanion là, qu'on voit sur la table. Fanion de on fait beaucoup d'événements, non? Ouais. Et puis, ils vont en refaire d'autres le 27 avril. Mais donc, du coup, une fois qu'on a ce cahier des charges, moi, ce que j'aime bien, c'est commencer à travailler avec des images de référence qui peuvent être au-delà de l'événement culturel ou de la scénographie. Moi, je m'inspire beaucoup du cinéma, par exemple. Et donc, c'est de commencer à avoir des échanges d'images de référence pour avoir une culture commune avec, du coup, le collaborateur. Et derrière de ces images de référence, essayer de puiser des idées, des grands thèmes. Et là, on commence à dessiner, à avoir plusieurs scénarios. Moi, j'aime bien avoir 2 ou 3 scénarios, même si personnellement, je pense qu'il y en a un que je préfère. Mais ça amène justement des contradictions ou au contraire des choses qui se complètent. Et souvent, on pioche un peu des 2 scénarios. C'est marrant, je dis scénario, mais nous, on dit axe en création graphique. Chez les graphistes, les axes graphiques, mais... Ouais. Et donc, comme dans le cinéma, on parle de scénario, tu vois. Et du coup, une fois que ce scénario-là est fixé, on vient donc avoir une première esquisse, une deuxième esquisse. Et nous, on fait pas mal d'allers-retours avec le prototypage. Donc, comme dans une agence d'archi, on va faire des maquettes, par exemple, à différentes échelles. Et plus on avance dans le projet, plus on va tester des choses à l'échelle 1. Et du coup, ces phases d'expérimentation sont assez riches aussi, parce que là, il y a un échange intellectuel assez intéressant entre des gens qui sont très à l'aise avec le prototypage et d'autres moins.
Et après ça, ça donne lieu à des phases d'ateliers hyper intéressantes de fabrication. C'est là que les bénévoles vont venir. Ouais, c'est là où il y a beaucoup de vie en fait qui se passe. Est-ce que les bénévoles ils participent aux maquettes ou pas? Oui, exactement. Okay, là, sur le projet de Revita Moelle, ça a été un atelier. Plus personne voulait dessiner, tout le monde voulait faire de la maquette. C'était ça mais dans la phase numéro 1, tout ce qui est dessin, etc., les bénévoles ils vont venir participer ou c'est uniquement toi ou avec quelques associés? Ça dépend de l'ambition du projet. D'accord. Jusqu'à présent, moi je dessinais et on était quelques-uns à dessiner, mais de membres actifs. Mais de plus en plus, on essaye de mettre une méthodologie d'atelier participatif pour mettre aussi les gens de l'asso à toutes les tâches pour qu'ils aient une vision aussi globale du projet, mais aussi leur apprendre à faire du projet et pas juste à réaliser le projet. Et là, cette transmission de savoir-faire est super. C'est génial. Moi, j'adore. Et on en vient même à théoriser des exercices qu'on propose. Là, on a été appelé par un festival en Côte d'Armor pour le mois de novembre, où ils font appel aux ateliers participatifs plus qu'au résultat final. En fait. D'accord, ok. Et donc, c'est peut-être une particularité où on peut se différer d'autres collectifs, mais le côté social, du coup, devient même opérant dans le processus artistique et créatif. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer, quoi, la transmission. Et puis, en fait, on se rend compte que des fois, d'écrire juste des petits mots sur un papier et de choisir des matériaux, et ça fait pondre un projet qui est encore plus qualitatif parce qu'il émane d'un collectif. Plein d'idées, ouais. Et tu mets à peu près combien de temps entre un croquis, la maquette et le résultat final? C'est quoi le laps de temps en général? Nous, on aime bien se donner au moins un mois parce qu'on reste quand même en flux tendu en ayant pas mal de projets, au moins un par mois. Mais d'avoir un mois, c'est le minimum prérequis, je pense, parce que ça permet d'avoir du recul, que ça prenne de la densité, de la maturité. Et ça se sent, si on fait un projet en mode en express, tu le sens bien, il y a des choses pas maîtrisées, il y a des questions qui ne se sont pas posées. Ça peut être bancal, ça peut marcher, mais ça peut être bancal. Et nous, on aime bien prendre le temps pour aller justement, toutes ces phases de projet, leur donner de l'épaisseur, prendre le temps de faire des ateliers participatifs, prendre le temps d'expérimenter. Et en fait, tout ça, c'est carrément passionnant, quoi. Des petites charrettes à la fin, quand même. Ouais, il y a toujours de la charrette. Le charme aussi. Exactement. Est-ce que tu as des collaborations marquantes avec des assos rennaises? Parce qu'on sait qu'à Rennes, il y a énormément d'associations et beaucoup se connaissent entre elles. Est-ce que tu as des collaborations marquantes entre assos? Ouais, d'ailleurs, je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux que nous, on est ce qu'on est aujourd'hui. Ils nous ont fait confiance et de fil en aiguille, on a pu être audible. Et je pense en premier lieu à Turtle Corporation avec qui on a fait notre premier UBU. Qui sont venus exactement, sur le podcast aussi. Gros bisous à eux, gros bisous aussi à Comme ça, avec qui on a fait un open air, un UBU, et avec qui on échange régulièrement dans d'autres contenus. Burning Woman, donc ça c'est pas rennais, mais du coup il y a quand même quelques rennaises dedans, mais pareil avec un projet on va dire de valeur, porter des valeurs qui est assez incroyable. Et puis en fait toute la communauté de Revita Moelle en fait qui regroupe en fait 16 collectifs. Beaucoup de collectifs, ouais. Est-ce que vous voulez d'ailleurs agrandir un peu, plus de collectifs dans Revita Moelle ou vous restez à 16 collectifs? Plus que grandir, il y a un renouvellement qui se fait avec des collectifs qui vont être moins actifs et d'autres qui frappent à la porte. Et cette année, on a décidé de ne pas accueillir de nouveaux collectifs et de stabiliser, on va dire, un équilibre. Et par contre, l'année prochaine, ça sera ouvert au renouvellement, bien sûr. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a qui émergent tous les ans, des collectifs. Et après, il y en a qui grandissent plus ou moins. Au bout de 2 ans, on peut voir qu'un collectif il a pris de l'ampleur. Complètement. Donc, et puis même en grandissant, des fois, il y a des bébés qui arrivent, il y a des choses comme ça qui fait qu'il y a des gens qui sont moins actifs dans le domaine de l'événementiel culturel. Et au niveau de Déjà Demain, vous travaillez que dans la scène électronique ou vous travaillez aussi d'autres scènes musicales? Alors aujourd'hui, on a fait principalement dans la scène électronique parce que c'est un style de musique qui amène aussi à être dans l'immersion, dans la création de décors. Bien sûr. Mais en soi, comme on fait pas que de la scène, on est amené à travailler, par exemple, Fête du bruit de Saint-Nolf, c'est plus généraliste. Okay. Mais on fait aussi de la scénographie d'exposition, donc du coup, il y a plus ce caractère musical aussi derrière. Donc en soi, on n'est pas attaché à un style de musique, mais il s'avère que la création scénographique est assez riche sur la musique électronique. Et à Rennes, notamment, les collectifs de musique électronique sont assez proactifs là-dessus. Oui, c'est un peu un vivier aussi. En Bretagne, Rennes, pour ça... c'est très électronique. Le public est aussi au rendez-vous. Donc, Mais par exemple, là, la collaboration
qu'on va sûrement avoir avec les sons d'automne à Quessoy, dans les Côtes d'Armor, c'est pas de la musique électronique par excellence, en fait. C'est plus généraliste, hein. Il y a des groupes de pop, il y a des groupes de rock. Et de toute manière, nous, on a envie de travailler avec tout le monde. Ok. Et est-ce que Déjà Demain, ça a une signature? C'est quoi la signature pour toi de Déjà Demain, si elle en a une? En fait, d'une manière esthétique, on va privilégier l'artisanat plus que l'hologramme, par exemple, ou le mapping. Ouais. On va être plutôt dans cette recherche d'assemblage et de mise en valeur des compétences qu'il peut y avoir. Par exemple, la fabrication de lampes, on l'a fait avec du métal parce qu'on a un métallier. On essaye d'avoir cette fibre, on va dire, fait avec la main, avec les mains, parce qu'on est des mains. En fait, c'est ça qu'on veut valoriser en fait dans l'esthétique globale, c'est d'avoir la sensation que ça a été, il y a un travail artisanal qui a été fait derrière. Donc, s'il y a une signature, elle serait là parce qu'elle témoigne du coup de la dimension collective de l'association. Mais en soi, d'une scéno à l'autre. Si, on va essayer de travailler avec la lumière, etc. Mais comme j'ai envie de dire, beaucoup de scénos, quoi. Il n'y a jamais eu de collaboration avec d'autres scénographes en faisant du mapping sur vos décors? Alors si, on l'a fait justement pour la première édition de Réveil ta moelle, Ok. où on avait fait une structure derrière lesquelles étaient les DJ étaient en train de mixer. Et en fait, elle était support d'un mapping. Donc c'est Tuc Dual, un mappeur de Paris qui était venu. Et on avait travaillé en amont déjà sur... quels éléments ils pouvaient envoyer, comment ça pouvait répondre à la structure qui a été mise en place. Mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres collaborations avec des créatifs comme ça. Je pense à Paul Vivien, qui était pasteur d'ailleurs en ce moment. Oui, Oyer Collectif. Exactement, lui, ils ont un collectif qui font des très belles créations, notamment en scénographie. Et eux, ils maîtrisent le mapping. Donc non, nous, on est ouverts. Puis niveau collaboration aussi, ils ont fait un projet... très collaboratif et du coup dans l'ADN c'est proche de votre aussi. De toute façon, Paul était en coloc avec Antoine qui est vice-président de la Tout est lié. Tout est lié. Tout le monde se connaît à elle, c'est bon. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on arrive sur la fin du podcast? Non, si tout le monde est le bienvenu à l'atelier. On est au 21 boulevard Émile Combes, donc voilà, c'est avec plaisir de vous rencontrer. Et puis pareil pour tous les collectifs qui ont envie de faire de la créa, n'hésitez pas à venir nous voir, discuter, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Du coup, on va arriver sur la dernière partie du podcast, un peu les questions que je pose chaque fois à chaque invité. Que tu as préparé en plus un petit peu, je crois, il me semble. Oui, il me semble que j'ai préparé un petit peu. Est-ce que tu as ton top 3 d'artistes dans la musique, mais aussi dans tout ce qui est peinture, déco, scéno? Ouais, alors en musique, du coup, full support des copains Atomes, c'est la musique parfaite pour moi, l'électromodulaire, et notamment justement en lien avec la scéno. Ils ont une scéno de malade d'ailleurs, je vous invite à aller les voir en live. Mais toujours dans ce côté un peu immersif, Brian Eno, sur un album qu'il a sorti en 83, Apollo, qui est souvent l'album que j'écoute quand je rentre de soirée. T'as bossé la date, toi, carrément. Ouais, carrément. En fait, c'est une merveille cet album. Je vous invite à l'écouter, Apollo de Brian Eno. Et sinon, un duo Dark Side, donc guitare, DJing incroyable. Du coup, voilà pour la musique. Pour la peinture, moi j'ai une grosse sensibilité pour Marc Tobey. C'est un artiste qui est pas trop connu du grand public. C'est un peu le Pollock européen. Il a été dans l'ombre de Pollock, qui est le deuxième artiste, Jackson Pollock. Ils ont créé un mouvement qui est l'expressionnisme abstrait. Et dans la peinture, je suis vraiment dans ce genre d'expression picturale. Et évidemment, dans la question de motif, un petit peu Kessaring, qui est sur mes bras en plus. Donc voilà, et puis après, donc dans la scéno, je peux pas ne pas citer du cinéma non plus, parce que c'est des énormes sources d'inspiration. Je suis très sensible au mouvement brutaliste en architecture. J'adore aussi. Et on peut le retrouver notamment dans Blade Runner 2049, excellemment réalisé par Denis Villeneuve. Mais aussi, ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est les ambiances aussi un peu suspendues. On peut penser à David Lynch, notamment Twin Peaks, que j'adore. Et après, voilà, tout ce qui est architecture, ça va être le mouvement brutaliste, Bernard Zerfus. Mais qu'on ne retrouve pas que dans l'architecture aussi, le brutalisme maintenant, ça s'étend à l'art en général. Exactement. Maintenant, au graphisme et tout. Et puis voilà, et puis ici, quelques musées que je vous invite à aller voir, le musée juif de Berlin de Daniel Libeski, où vraiment l'espace est mis au service de la sensation, et c'est vraiment assez subjugant. Pour moi, ça, c'est de la scénographie, mais c'est de l'archi, tu vois. Donc, et puis, Bernard Zerfus qui a fait un musée de malades à Lyon, le musée gallo-romain, très futuriste. Voilà pour mes artistes et inspirations. Et à quel point la création et l'art, ça a une place importante dans ta vie? Moi, c'est limite thérapeutique, en fait. C'est
c'est se créer un vocabulaire en fait pour exprimer des choses qu'on n'arrive pas forcément à mentaliser. Donc c'est indispensable à mon équilibre en tout cas. Et c'est vrai que de rechercher à l'avoir d'une manière omniprésente dans la vie, c'est mon leitmotiv en tout cas. Je comprends. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir ou en cours en ce moment qui sont importants pour toi? Des dates à venir Toutes les collaborations qu'on va avoir avec déjà demain, et il y en a pas mal. Bon, je ne les dirai pas forcément là, il faut aller voir sur les réseaux, quoi. Mais en tout cas, ça, c'est les projets qui sont importants pour moi. Et puis en parallèle, c'est tous les projets d'intermittent que je peux faire à côté. L'année dernière, j'avais eu l'occasion de bosser sur une série pendant 6 mois. Trop bien. Donc là, il y a d'autres projets comme ça qui vont arriver. Au niveau des décors, du coup, pour la série? Ouais, j'étais dans une équipe de déco, donc qui fait les décors, mais j'étais accessoiriste. Donc tu viens au service de la mise en scène et de l'équipe déco en apportant tout ce que tu peux avoir. C'est quoi la série? Ça s'appelait Déter. Ok. Déter, il n'y a eu qu'une saison, mais On peut trouver ça où? Sur France TV /. Ok. C'est un truc pour les jeunes. Ok, d'accord. Et un petit peu la question de la fin. Interférence, ça représente quoi, ce mot, pour toi? Interférence, on pourrait y donner on va dire un mot un peu péjoratif. Ça veut dire que ça vient interrompre quelque chose. Mais à l'inverse, moi, je trouve que ça peut apporter quelque chose, un regard, par exemple, qu'on ne pourrait pas avoir. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites avec votre podcast. C'est génial. Personne n'a les mêmes réponses. Personne n'a la même signification que moi, j'ai à l'initiale. Trop merci cool. beaucoup. De rien. Et merci du coup à l'équipe du Petit René qui copte ce projet. Donc on va avoir Milan et Alexandre avec nous. Donc Alexandre qui est au son et Milan qui est à la vidéo. Donc merci à eux et merci à tout le Petit René. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Alexandre. Merci à vous en tout cas de l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.